Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après l'annonce fracassante de la sortie de Mon Dressing Heureux. Je sais que vous étiez quelques-uns à avoir peur que les vidéos décryptage de la mode s'arrêtent. Eh bien, écoutez, pour marquer le coup, j'enchaîne avec un nouveau décryptage et d'une marque que vous êtes beaucoup à me demander de décrypter depuis quelques semaines, mois. Mais là, je dois vous avouer qu'on est au cœur d'une polémique, dirais-je, un scandale autour de cette marque. Et donc il ne se passe pas un jour sans que je reçoive plusieurs demandes de votre part de décryptage. Donc alors c'est parti, on y va, on se lance, on s'empare du dossier Stella & Suzy, que l'on voit quand même beaucoup sur Instagram, sur les réseaux, sur les blogs, sur les influenceuses mode. C'est une marque qu'on voit un petit peu partout. C'est pour ça d'ailleurs je pense que je recevais souvent des messages de votre part me demandant d'analyser la marque, mais moi, encore une fois, si j'attendais aussi longtemps avant de me lancer, c'est parce que dans mon imaginaire, en fait, sans même creuser, il y avait pas de greenwashing parce qu'il n'y avait pas de prétention de bien faire, il n'y avait pas de prétention éthique ou d'éco-responsabilité. Enfin moi en tout cas, voilà, dans mon imaginaire, c'était comme ça que je percevais la marque et ces vidéos décryptage, vous le savez, elles sont avant tout là pour questionner les discours des marques, mettre un petit peu en avant là où peuvent être les points d'interrogation, donc les potentielles sources de greenwashing, et voilà, de remettre en question en fait ce que l'on nous dit. Mais quand la marque, elle essaye même pas de nous faire croire quoi que ce soit, moi je vois pas trop ce que je peux dire en fait en décryptant. Mais voilà, il y a quelques jours, le compte Instagram Balance ta Startup, qui est un compte, il me semble, tenu par des juristes, ou en tout cas, je crois que c'est deux nanas qui font du droit des sociétés. Stella & Suzy, ils sont en train en fait d'essuyer une énorme vague de témoignages d'anciens salariés qui se plaignent de conditions de travail vraiment compliquées, avec un management vraiment toxique. Ils parlent d'insultes, ils parlent de menaces, de harcèlement moral. Moi évidemment, je ne suis pas là ni pour relayer les propos de Balance ta Startup ou les témoignages qu'ont reçus Balance ta Startup, ni pour couler Stella & Suzy. Encore une fois, ce n'est absolument pas le but des vidéos décryptage. Cela dit, même si je suis pas vraiment friande du fait d'afficher en public les marques de cette façon, parce qu'encore une fois, il y a toujours la présomption d'innocence. Un témoignage, ça n'a évidemment pas de valeur probante, même si Balance ta Startup, il vérifie que ce sont bien des anciens salariés qui témoignent. Donc voilà, moi il y a un petit côté sentence publique avec lequel je suis pas forcément à l'aise, notamment avec ce genre de grands scandales, de grandes dénonciations. Cela dit, je crois que le fin fond de l'objectif de Balance ta Startup, c'est de remettre un peu plus l'humain au cœur de l'entreprise, remettre un peu d'éthique en fait au niveau des conditions de travail des salariés, même des bureaux. Là on n'en est même pas à parler des conditions de travail sur les chaînes de production, on en est à parler des bureaux même où l'on crée, où l'on imagine, où l'on communique sur les vêtements. Donc évidemment qu'il faut aussi rétablir de l'éthique là-dedans. Je pense effectivement que les entreprises ont besoin qu'on leur rappelle que il faut également de la transparence là-dedans, il faut aussi de la bienveillance à ce niveau-là, à ce moment même aussi de la chaîne de production. Donc voilà, si ça peut permettre aux entreprises de se remettre en question, c'est une bonne chose. C'est un petit peu aussi le but des vidéos de décryptage, c'est avant tout évidemment pour nous consommateurs de nous poser les bonnes questions, mais pourquoi pas aussi aux entreprises de se remettre en question aussi sur leur façon de communiquer, sur leur façon d'être transparente, d'éviter le greenwashing, de donner les bonnes infos, etc. Donc pourquoi pas. Donc voilà, je suis un peu mitigée, mais cette vidéo n'est évidemment pas là pour que je vous donne mon avis sur déjà le compte Balance ta Startup et puis est-ce que tous ces témoignages sont vrais ou pas. En tout cas, Stella & Suzy, ils sont en plein dedans et c'est pour ça qu'en ce moment, vous m'envoyez beaucoup de messages pour que je m'exprime sur leur démarche, pour la décrypter. Donc, comme je vous l'ai dit, au départ, j'étais un petit peu frileuse à le faire parce que je voyais pas forcément l'intérêt, mais en fait, vous êtes tellement à me parler de décrypter cette marque que je me dis en fait peut-être que si, il y a une communication qui est mensongère et qui à vous a trompé, parce qu'en fait je me dis si vous êtes autant à désirer un décryptage, c'est vraiment que peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que la communication qu'ils ont, la façon dont ils parlent de leur marque, ça ne correspond pas aux valeurs que vous êtes en train de découvrir. Il y a aussi ma copine Asma, du compte Asma A, anciennement Take It Green, qui a fait une publication dans ses stories Instagram il y a quelques jours en disant qu'elle s'était fait avoir, qu'elle avait déjà acheté plusieurs pièces en pensant qu'elle avait affaire à une marque éthique et que du coup en découvrant ce scandale-là, elle était hyper déçue. Et en fait le fait moi de me rendre compte que cette amie qui est quand même vraiment qui remet en question sa consommation
qui se pose les bonnes questions avant d'acheter, etc. Le fait qu'elle soit déçue aujourd'hui, ça veut dire qu'elle pensait en fait que cette marque avait des valeurs éthiques et éco-responsables. Bah, ça a été un petit peu le déclic en fait. Je me suis dit, si Asma s'est fait avoir, c'est que oui, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir remettre en question. Un décryptage, ça peut être intéressant. Et ce scandale prouve bien aussi que la marque peut communiquer comme elle veut, utiliser les mots et les images qu'elle veut. Nous, consommateurs, on n'aura jamais vraiment la possibilité d'avoir l'image complète, l'image globale de la marque, parce que qui aurait pu imaginer ce qui se passait dans les bureaux Stellan Suzy, bon, en sachant évidemment qu'il y a toujours présomption d'innocence, etc. Mais faisons donc déjà avec nos outils, on va bien voir ce qui en ressort. Donc déjà, quand on est sur le compte Instagram de la marque, il y a marqué que c'est une maison toulousaine. D'ailleurs, ce n'est pas, je vous parle depuis le début de Stella & Suzy, mais en fait la marque ça s'appelle Maison Stella & Suzy. Donc là, on est évidemment sur un choix de nom qui renvoie à l'image de la maison, donc la maison de haute couture, la maison de haute couture française évidemment, parce qu'il y a tout cet imaginaire derrière. On a envie de croire en fait qu'il s'agit d'une production française, en tout cas artisanale, faite à la main, etc. Quand on a le mot maison, on s'attend à la qualité derrière, à un choix de tissu intéressant, à de bonnes conditions de travail. En tout cas, moi le mot maison, c'est cet imaginaire-là qui me renvoie. Donc déjà, il y a peut-être, ne serait-ce que dans le choix du nom, une volonté de se créer une image qui n'est pas la bonne. Et puis ensuite, je vois donc dans la bio, il y a écrit que c'est une maison toulousaine. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Nous, on sait très bien, quand on prend du recul, on sait très bien que maison toulousaine, ça veut simplement dire qu'il y a leur bureau à Toulouse, donc avec cette fameuse petite équipe de 20 personnes dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, qui travaillent là, qui font alors peut-être du développement, donc c'est-à-dire contacter les fournisseurs, peut-être faire les croquis, des nouveaux vêtements, mais il y a aussi évidemment toute la partie réseaux sociaux, la partie communication, la partie peut-être même comptable, peut-être que c'est pas décentralisé, enfin j'en sais rien. Mais voilà, quand on nous dit maison toulousaine, on est doucement bercé par ces mots-là, et immédiatement on a l'imaginaire d'une maison de couture qui est située à Toulouse, avec des couturières toulousaines qui font les vêtements. C'est en tout cas la première impression que l'on a, c'est évidemment fait exprès, ce maison, ce nom de marque, c'est évidemment pour ça qu'il a été choisi, et le fait d'insister dessus en précisant maison toulousaine, c'est évidemment pour ça. Mais sinon dans leur bio, il n'y a pas d'autres indices qui nous laissent penser que c'est une marque engagée, une marque éthique, éco-responsable, etc. Il y a par contre un renvoi vers la créatrice qui s'appelle Margot, et alors sur son profil, en revanche, donc il y a bien écrit que c'est la fondatrice de Maison Stella & Suzy, il y a écrit fabriqué avec amour, donc ça encore une fois, c'est un petit peu le genre de phrase qu'on n'aime pas, parce que qu'est-ce que ça veut dire fabriqué avec amour, je vous le demande, sauf si vous êtes la créatrice vraiment qui fait tout de A à Z et que vous vendez vos propres vêtements, à un moment donné, il faut peut-être pas exiger des personnes qui vont travailler pour vous, donc ils vont se retrouver sur la chaîne de production, qu'ils ont fabriqué le truc avec amour, il faut peut-être pas exagérer, parce qu'on pourrait parler par exemple d'une fabrication éthique ou de savoir-faire, vous voyez, on pourrait utiliser d'autres mots. Là, parler de fabriquer avec amour, il faut vraiment arrêter avec ce genre de choses. Parfois, vous le retrouvez même écrit sur les étiquettes, à moins que ce soit vraiment, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui soit sincère, donc vraiment la démarche d'une créatrice qui a elle-même dessiné le vêtement, qui l'a elle-même créé, qui fait ça par passion et oui, par amour certainement, du geste et de vendre son rêve en fait. Mais dans le cas voilà, d'une marque comme Stella & Suzy, on pourrait dire peut-être conçue avec amour, parce que peut-être que voilà, le soir elle rêve des vêtements qu'elle veut créer, ok, fabriquée avec amour, il faut peut-être pas exagérer. Et puis le petit truc qui est un peu pernicieux aussi, c'est que donc sur la première ligne il y a marqué fabriqué avec amour, et sur la deuxième ligne il y a écrit à Toulouse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est fabriqué avec amour à Toulouse? Non. Mais évidemment, on peut pas lui reprocher puisque c'est sur deux lignes différentes. Et voilà, elle a pu vouloir s'exprimer à la fois sur le fait que c'était une des collections qui étaient fabriquées avec amour, donc ce que je remets un petit peu en question, et sur le fait que notre entreprise est située à Toulouse, en tout cas nos bureaux, vous voyez. Donc, mais c'est quand même hyper pernicieux, fabriqué avec amour à Toulouse, on a encore une fois l'impression que l'on est sur la maison toulousaine qui fabrique ses créations
à Toulouse. Et alors évidemment, on va pas pouvoir reprocher à la marque d'écrire tout ça parce qu'il y a rien de faux dans le fait de... Tu peux appeler ta marque comme tu veux, t'as le droit de l'appeler Maison Stella & Suzy, tu as le droit de dire que c'est une maison toulousaine, hein, puisque les bureaux sont à Toulouse. Tu as le droit aussi d'utiliser des expressions comme fabriquer avec amour, tu peux toujours dire que ça met un peu de poésie, ça englobe en fait l'image de ta marque dans une sorte de mouvance un peu bienveillante, etc. Tu as le droit en fait de créer l'image que tu veux, l'enveloppe que tu veux pour ta marque. Le problème, et c'est ça le greenwashing, et là en l'occurrence on serait plus sur de l'éthique washing, c'est qu'on se sert de cette magnifique enveloppe pleine de bienveillance, de douceur et d'amour pour faire acheter, parce que les consommateurs ils sont hyper contents d'avoir l'impression de participer à une mode plus vertueuse, plus responsable, et donc ce genre d'image enveloppante, et on en a déjà parlé notamment avec Cézanne et Balzac, c'est vraiment exactement les mêmes images de marque, un petit peu léchées, à la parisienne, dans la bienveillance, on a l'impression d'acheter quelque chose de qualité, et donc on sait pourquoi on met le prix, on sait pourquoi c'est plus cher, on se dit que c'est normal que ce soit pas le prix de Zara et H&M, mais c'est pas grave, c'est de la qualité, c'est fait dans de bonnes conditions, ça va me durer de toute façon très longtemps, etc. C'est l'image en fait que l'on construit avec tous ces petits artifices, et c'est ça l'éthique washing, c'est que du coup on induit le consommateur en erreur. J'ai regardé vraiment une quarantaine de posts sur leur compte Instagram, et à aucun moment en fait ils ne se vantent à outrance de faire du made in France, de faire même de la fabrication européenne, etc. C'est pas un argument qui revient, j'allais dire souvent, mais qui revient tout court en fait. Ils ne s'en vantent pas. Les lieux et les conditions de fabrication de leurs vêtements, ce n'est pas un sujet qu'ils mettent en avant. Je pense que déjà cette enveloppe un petit peu jolie, un petit peu bienveillante, ça peut déjà être la source de ce qui vous a trompé. Donc si on va sur leur site, à propos, la marque, notre onglet favori dans ce genre de vidéo décryptage, donc ils reviennent un petit peu sur l'histoire de Stella & Suzy, ils nous racontent qu'au départ c'était Margot, la fondatrice, qui tous les dimanches sortait une nouvelle capsule avec des vêtements qu'elle achetait, donc certainement auprès de grossistes. Elle faisait évidemment une petite sélection qui lui convenait, une petite sélection léchée, certainement dans le même esprit que ce qu'elle crée aujourd'hui, et c'est un petit peu comme ça qu'elle a démarré. Puis ensuite, ils expliquent que elle a mis à côté donc toujours cette sélection chez les grossistes qu'elle faisait, plus des créations du coup ex nihilo, donc elle-même a créé. C'est toujours ce qui est expliqué dans l'onglet à propos, qu'aujourd'hui il y a les créations Stella & Suzy plus ceux qui font de revente, mais j'ai vu dans un commentaire Instagram quelqu'un qui posait la question quelle est la part en gros de vos créations à vous, et on lui avait répondu qu'aujourd'hui, depuis le printemps 2020, en gros, tout ce qui était présent sur le site était des créations Stella & Suzy. Donc voilà, aujourd'hui, a priori, il n'y aurait que des créations de la marque. On continue avec une histoire d'amour, où là c'est quand même assez cocasse quand on est au courant du scandale qui est en train de se passer, où ils expliquent qu'en gros, ils sont 15 personnes qui travaillent dans les bureaux, que c'est une véritable famille, que c'est cœur, love, on s'adore tous. Voilà, à mettre en perspective du coup avec les accusations auxquelles ils font face en ce moment. Et puis ensuite un petit laïus sur sa vie, où elle explique qu'on lui a dit un jour qu'on ne pouvait pas mélanger passion et travail, et qu'elle s'est dit qu'à cela ne tienne, et que du coup c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, elle explique qu'elle fait son métier avec passion, c'est peut-être pour ça qu'il y avait écrit fabriquer avec amour, mais encore une fois, le mot fabriquer est mensonger. C'est peut-être conçu avec amour, mais fabriquer, pour ça, il faut connaître absolument tous ses fournisseurs, les sous-traitants avec lesquels il travaille, etc. Et c'est tout ce qu'il y a dans la page marque. Donc vous voyez absolument rien sur leur engagement, ni éthique, ni éco-responsable, rien sur le choix des matières, rien sur les pays de fabrication. Il n'y a même pas écrit que c'est fabriqué en Europe, il n'y a même pas quelque chose d'un peu évasif sur des conditions de travail qui correspondent aux normes sociales, ou il n'y a même pas une petite phrase en fait qui pourrait nous laisser penser qu'il y a une réflexion en fait. Sauf qu'en fait ils bénéficient tellement, je pense, de leur aura, de cette magnifique enveloppe qu'ils se sont créée, c'est très difficile à faire, hein. On peut saluer en fait le travail de communication qu'il y a derrière tout ça, mais cette magnifique aura de la marque en fait l'emporte, on a l'impression qu'on peut lui faire confiance, on a l'impression que ça mérite le fait qu'on paye plus cher que la fast fashion. Il y a vraiment une impression de qualité qui émane de tout ça. On va aller peut-être aussi dans l'onglet vos questions, parce que là j'avoue qu'il y a pas grand chose d'écrit, donc il y aura peut-être un petit peu plus de détails là-dedans, notamment dans nos collections.
Alors il y a écrit, nous sortons une nouvelle collection tous les dimanches à 18h. Donc là, voilà, vous me connaissez, sortir toutes les semaines une nouvelle collection, si on n'est pas là sur de la surconsommation, de la surproduction, je sais pas où elle est, une nouvelle collection toutes les semaines, il faut peut-être pas exagérer. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, il faut choisir des vêtements qui nous vont, qui parlent de nous, qui renvoient notre message, c'est la seule façon en fait de consommer la mode de manière plus responsable, et donc d'induire une production qui va être à son tour plus responsable, mais voilà, renouveler sans arrêt son dressing avec des collections qui sortent toutes les semaines, parce que qui dit une production qui sort toutes les semaines, dit aussi une communication qui va faire en sorte qu'elle soit vendue cette collection, et donc une communication qui va marteler les consommateurs pour qu'ils comprennent que oui, il vous faut cette nouvelle collection alors que vous avez déjà acheté la semaine dernière, mais pourtant il vous la faut, vous en avez besoin pour être heureux, pour suivre la tendance et donc pour être accepté socialement. Moi, cette notion de tendance, je vous en ferai peut-être une vidéo un jour, mais c'est vraiment toute la base fondamentale de mon livre, dans le livre qui est sorti la semaine dernière, Mon dressing heureux, c'est la base de ma philosophie en fait pour repenser la mode. Cette tendance, il faut vraiment l'abattre et c'est ce qui fait qu'on peut en arriver aujourd'hui à se dire que c'est une bonne idée de sortir des nouvelles collections toutes les semaines. Non, non et non. Il faut que nous, consommateurs, on apprenne à se détacher de cette affection qu'on a pour la nouveauté. C'est dangereux. C'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. On n'a pas besoin de nouveautés, on n'a pas besoin de neuf, on est capable de savoir pour nous, on n'a pas besoin qu'on nous l'explique, on n'a pas besoin qu'on nous l'amène sur un plateau d'argent en nous expliquant que c'est ça qu'il nous faut. Non, on sait ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'une collection toutes les semaines. Voilà. Oh punaise, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais si, en fait... Mais si, c'est écrit sur leur site. Non, là, je suis quand même un peu choquée. Il y a un paragraphe où sont fabriqués les vêtements. En fait, je rigole parce que j'ai quand même regardé quelques fiches produits. Je vous avoue, parce que suite au scandale, en fait, je me suis questionnée. Est-ce que je vais faire ce décryptage ou pas? Parce que vous étiez tellement à me le demander, mais en même temps, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Donc j'ai regardé quelques fiches produits. Enfin bref, vous allez comprendre. Où sont fabriqués les vêtements? Il y a écrit... Toutes nos créations sont fabriquées en France dans nos ateliers. Mais what? Mais alors là, on est, je peux vous dire, mais sur du mensonge, plus. Enfin, je sais même pas s'il y a une seule pièce du site actuellement vendu qui est fabriquée en France. Pour les articles du Concept Store, nos fournisseurs se trouvent dans le monde entier, de la France au Portugal en passant par l'Inde. Nous apportons un soin particulier au choix de nos collaborateurs et à leur savoir-faire. Bon, écoutez, j'ai peut-être mal regardé, mais vous êtes témoin qu'il y a écrit que toutes nos créations sont fabriquées en France dans nos ateliers, que j'ai lu, j'essaierai de retrouver ce commentaire et de vous faire le screenshot parce que il faut que vous puissiez voir que j'ai la preuve en fait, qu'ils ont répondu à cette personne, que aujourd'hui sur le site, depuis le printemps 2020, il n'y avait plus que leur création. Donc ça voudrait dire que l'ensemble des produits vendus sur le site aujourd'hui est fabriqué en France. C'est ce qu'il y a écrit noir sur blanc sur leur site. Et voilà, pour avoir déjà jeté un œil à leur fiche produit, moi je peux vous dire que j'en ai vu passer des pays, mais j'ai pas vu la France. On serait dans un bel exemple d'éthique washing, en faisant penser qu'on est sur du made in France, avec donc du coup encore une fois cette belle enveloppe, alors qu'en fait pas du tout. Bon, continuons. Bon, c'est tout ce qu'on a de toute façon dans le communiqué de la marque, donc on va regarder maintenant les fiches produits, on va aller voir les nouveautés tant qu'à faire. Par exemple, la surchemise Volver Camel. Alors, on est sur une composition 65% polyester, 30% acrylique, 5% polyacrylique. Bon, vous commencez à savoir, hein, là on est sur du 100% matière synthétique, donc du 100% non écologique, du 100% il faut absolument arrêter avec les matières synthétiques, donc du 100% Céline n'est pas contente. Le polyester ça a ça de bien, c'est que c'est pas cher, parce que c'est fabriqué la plupart du temps, pas toujours, parce qu'il y a quand même des productions européennes, mais c'est fabriqué la plupart du temps en Asie. Ça a aussi quelques avantages en termes de repassage, en termes de légèreté, en termes de retombée des vêtements, etc. Mais encore une fois, ça repose sur des ressources fossiles qui sont utilisées bien plus vite qu'elles ne se renouvellent, des ressources fossiles donc dont nous allons prochainement manquer, et je trouve que c'est dommage que
pour des vêtements, donc quelque chose qui n'est absolument pas essentiel à la vie, et surtout quand on parle d'une surchemise Volver Camel avec laquelle, enfin voilà, elle a beau être super jolie, on va pas pouvoir non plus l'accessoiriser avec l'ensemble de nos vêtements pendant 20 ans, donc c'est pas non plus le vêtement qu'on va garder toute la vie, parce qu'en plus de ça, voilà, il faut voir les qualités de couture, etc. Quand on achète en ligne, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de voir ça, mais voilà, pas contente, ce sera mon seul petit laïus sur les fibres synthétiques parce que je peux vous dire qu'on va en voir beaucoup, mais voilà, on a bien compris que Stella & Suzy, il ne se positionne de toute façon pas du tout sur les choix éco-responsables qu'ils peuvent faire, donc de toute façon il n'y a pas du tout de mensonge ou de volonté de tromper le consommateur, vraiment, ils ne communiquent pas du tout là-dessus de toute manière, donc on peut pas vraiment leur en vouloir. Disons que c'est juste nous, au moment de passer à l'action, au moment d'acheter, on peut se poser la question, voyons en quoi c'est fabriqué, est-ce que ça me gêne, ou est-ce que, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que je vais le garder pendant longtemps, c'est toutes ces questions-là qu'après, nous, on est maître de notre décision ou pas, mais qu'il faut qu'on se pose. Mais en tout cas, voilà, ils essaient pas de nous tromper là-dessus. Et donc il y a aussi écrit que c'est fabriqué en Europe. Si ça avait été fabriqué en France, vous vous doutez bien que ça aurait été écrit. Je vais aussi essayer de vous retrouver ici un témoignage qui défendait Stella & Suzy pendant le scandale de Balance ta Startup. Donc vraiment il me semble que c'est une salariée qui est encore en poste qui, au contraire, elle disait que les conditions de travail au sein des bureaux étaient top, etc. Elle démentait aussi des accusations qui avaient été faites sur les pays de fabrication des vêtements, puisqu'il avait été écrit qu'elle se servait en fait de cette image du Made in France pour délocaliser le plus possible en Asie. Et donc elle, qui défendait sa boîte, elle donnait les pays dans lesquels les collections étaient actuellement fabriquées. J'ai noté ça, il y a Tunisie, Turquie, Maroc, Roumanie, Italie et Chine. Donc là, en l'occurrence, quand on nous dit fabriqué en Europe, ça peut être soit en Roumanie, soit en Italie, mais je suis prête à parier que si ça avait été fabriqué en Italie, il y aurait eu écrit fabriqué en Italie, et que là, on est davantage du coup sur de la fabrication en Roumanie. Je n'accuse personne parce que, encore une fois, vous le savez, l'image de l'industrie de la mode, elle est toute en nuances, il n'y a pas de tout noir ou tout blanc. On peut, encore une fois, fabriquer au Bangladesh dans d'excellentes conditions, et c'est d'ailleurs une très bonne chose, j'espère vous faire une vidéo à ce sujet très bientôt. Mais on peut aussi fabriquer en Roumanie dans de très mauvaises conditions. La Roumanie avec la Bulgarie, c'est un petit peu les deux pays européens desquels il faut se méfier quand on voit une production textile là-bas, parce que ce sont des pays dans lesquels les salaires minimums sont très bas. Il me semble qu'en Roumanie ça tourne autour de 400 €, en Bulgarie c'est encore plus bas, je crois que c'est autour de 300. C'est vraiment des salaires très bas, les conditions de travail sont souvent très précaires, et les fournisseurs recourent surtout beaucoup à de la sous-traitance, et vous savez, on en a déjà parlé plein de fois dans les vidéos décryptage, c'est là, au niveau de la sous-traitance, que les réels problèmes humains, de salaire, de conditions de travail se passent. Donc je n'accuse évidemment personne, parce qu'en Roumanie, il y a aussi de super ateliers qui existent, évidemment, comme partout ailleurs. Mais il faut savoir que la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, la Tunisie, le Maroc, donc les pays précédemment cités, ce sont des pays avec lesquels la fast fashion travaille, parce qu'il faut savoir que c'est du bas coût, mais en même temps, c'est proche des ateliers occidentaux, donc ça permet de réduire les coûts, ça permet de réduire les délais de livraison, ça a de nombreux avantages en fait de faire fabriquer dans ces pays-là qui sont à moindre coût, mais en même temps pas aussi loin que la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. Juste à garder à l'esprit, en tout cas on peut supposer que cette veste a été fabriquée en Roumanie. C'est à nous de nous poser la question, puisqu'il y a juste écrit fabriqué en Europe. L'Europe c'est quand même assez vaste, hein, je sais pas pour vous. Et je reviens aussi sur cette fameuse liste, et mon minou arrive, je sais pas si vous voyez sa queue. Je reviens aussi sur cette fameuse liste, il n'y a pas la France, hein, vous avez bien vu, alors que c'est le témoignage de quelqu'un qui défend sa patronne, qui défend sa société. Elle précise, enfin il n'y a pas du tout la France dans les pays où elle dit que Stella & Suzy fait fabriquer aujourd'hui. Donc je pense qu'on est sur un mensonge. Ensuite, la blouse Jodina velours, composition 97% coton, 3% élastane, et là pour le coup, on sait même pas où c'est fabriqué. Ce n'est pas écrit, donc on se contentera de ça. Le turban Roméo velours, fabriqué en Europe toujours. Ensuite, le gilet brillant écru. Il est mentionné que c'est fabriqué dans nos usines spécialisées en Asie. Donc si l'on se réfère toujours au témoignage de cette personne, il y a un seul pays en Asie
ce serait la Chine, donc on peut supposer que c'est en Chine. Là où je suis pas trop d'accord, c'est avec le pronom personnel no dans nos usines spécialisées en Asie. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait que ce soit leurs propres usines. Il y a quand même très très peu de marques qui font cette prouesse de posséder leurs propres usines de production. C'est un véritable gage d'éthique en fait, parce que quand c'est tes propres usines, bah tu mets tes propres salariés dedans. Donc tu peux tout choisir en fait. Tu choisis aussi si tu fais appel à la sous-traitance. Donc c'est un vrai, c'est un vrai gage de transparence et d'éthique. Ça m'étonnerait que Stellantis Suzy, qui soit en place depuis 3 ans, qui dit faire de la fabrication en France, ils aient leur propre chaîne de production en Chine ou en Asie. Ça m'étonnerait vraiment. Donc ce pronom personnel, à mon avis, il est faux. Le jean Robin, toujours nos usines spécialisées en Turquie, donc ils auraient aussi une autre chaîne de production en Turquie. Dis donc, les gars ne chôment pas, hein, ils ont même des chaînes de production dans plusieurs pays. Ça m'étonnerait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils ont des fournisseurs qui sont en Turquie. Hein. Je pense pas qu'on ait affaire là à leurs propres usines, ça m'étonnerait beaucoup, même si peut-être qu'ils me font mentir, mais sincèrement ça m'étonnerait. Je pense que quand on en est à ce niveau-là de recherche, que la marque est tant établie qu'on peut avoir des chaînes de production dans plusieurs pays, c'est que déjà on est une grosse marque et on communique dessus. Enfin, je veux dire, même H&M n'a pas ses propres lignes de production. C'est le t-shirt Stella Châtaigne. Fabriqué en Italie, celui-ci. Donc oui, on pouvait supposer du coup que précédemment, je vous l'avais dit, je pense aussi que quand c'est fabriqué en Italie, il le précise. Donc vous voyez, donc c'est le cas. Donc on peut supposer que c'est fabriqué en Roumanie à chaque fois que c'est précisé fabriqué en Europe. Le pantalon Émile, fabriqué en Europe. Bon, je vais continuer un petit peu comme ça, je vous dis s'il y a du nouveau. Ah, la veste kimono Alvin, elle serait fabriquée en Inde, celle-ci. Donc c'est... encore un nouveau pays, donc on est quand même sur beaucoup de fournisseurs différents, donc vous le savez, on en a déjà parlé, plus le réseau de fournisseurs est dense, plus c'est compliqué pour la marque de faire le sourcing total en fait de la chaîne de production, parce que ces fournisseurs avec lesquels eux sont en contrat ont peut-être aussi, et vous l'avez vu, on est sur des pays où c'est monnaie courante de fonctionner comme ça, ces fournisseurs-là ont peut-être aussi des sous-traitants dont la marque n'a pas connaissance, mais bon, elle a quand même un devoir de vigilance. C'est ce qui va me permettre de conclure sur cette marque, c'est que voilà, on est sur un beau ethic washing, je pense qu'il faut pas avoir peur des mots parce qu'il y a toute cette belle enveloppe, il y a tout ce message qui est véhiculé, c'est même écrit noir sur blanc sur leur site, hein, il y a vraiment écrit toutes nos créations sont fabriquées en France, or il n'y a absolument rien de fabriqué en France, on est donc sur un beau gros mensonge. On est aussi sur une marque qui travaille avec beaucoup de fournisseurs dans des pays où il est monnaie courante de faire part à la sous-traitance, donc on ne peut pas partir du principe qu'il n'y a pas eu de souffrance humaine sur la chaîne de production. Ça me paraît vraiment compliqué, voilà, d'en être sûr. Là, il n'y a pas de label, hein, évidemment. Déjà, ils ne communiquent pas du tout là-dessus. Encore une fois, une marque qui va chercher à faire les choses bien, à faire les choses mieux, elle va le dire, elle va s'exprimer là-dessus. Enfin là, je veux dire, ils essaient même pas de nous entourlouper avec une petite phrase floue qui ne veut rien dire, ils ne s'expriment pas là-dessus. À part le fait que voilà, ils fabriquent tout en France, il n'y a rien d'autre en fait. Donc selon moi, voilà, on ne peut pas dire que Stellantis Suzy ce soit une marque éthique. Si vous voulez vraiment consommer des vêtements qui ont été fabriqués avec une production qui a mis l'humain au centre, je pense qu'il faut passer votre chemin. Et aussi, je vois ce que j'avais écrit sur mon carnet là. Une des personnes c'était une accusation. Donc encore une fois, on est sur la présomption d'innocence. Là, je ne fais que reporter un témoignage qui n'a pas été ni reçu par la justice, ni qui n'a pas fait non plus l'objet d'une réponse de la marque. Cette personne disait que la marque utilisait des termes comme coton bio sur les fiches produits alors que cela était faux. En fait, voilà, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'ils font, puisque moi déjà j'ai vu aucune fiche produit avec la qualification de coton bio. Ce sur quoi ça me permet d'insister surtout, c'est, vous voyez, dans les précédents décryptages, quand je vous disais la marque peut écrire coton bio sans que nous, consommateurs, on puisse savoir que c'est vrai, oui, en fait ça se fait vraiment dans les faits, c'est tout à fait possible. Tu peux écrire que c'est du coton bio alors que ça n'en est pas. Tant que tu n'as pas un label pour
te le prouver en tant que consommateur, voir je sais pas des images de rencontres avec les producteurs, parce qu'encore une fois, se faire labelliser ça coûte très cher, donc il y a beaucoup de marques qui ne peuvent pas se permettre de se faire labelliser, mais elles peuvent s'être déplacées auprès des producteurs, auprès des fournisseurs, bref qu'il y a un vrai sourcing, une vraie volonté de la marque de nous le montrer, mais sinon la marque peut écrire n'importe quoi, et nous on sait pas. Donc voilà, c'est juste pour attirer votre attention là-dessus. Je ne dis pas voilà, que c'est une accusation fondée, parce que je ne sais pas, mais par contre voilà, c'est vraiment pour attirer votre attention sur ce fait-là, que quand je dis là c'est écrit coton bio, mais en fait rien n'est là pour le prouver. Voilà, c'est un peu compliqué. Je reviens par exemple à la vidéo sur Oceans Apart. Ils ont fait une nouvelle page qui s'appelle Yes We Care, où ils essayent en fait d'expliquer une démarche transparente, etc. Pour moi, ils se tirent un peu une balle dans le pied, parce que cette nouvelle page, elle est encore plus greenwashing que ce qu'ils faisaient auparavant, et en fait, par exemple, ils écrivent que leur coton, c'est du coton biologique, et ils expliquent que c'est du coton certifié BCI, on en a déjà parlé plein de fois, et notamment, il me semble, dans la vidéo sur H&M Conscious, pareil, dans la barre d'infos, si vous voulez vous renseigner, le coton BCI, ce n'est pas du coton bio, mais voilà, c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas l'écrire, donc sur les fiches produits, vous allez voir que c'est du coton biologique, alors que ce n'est pas du coton biologique, ce n'est pas du coton qui a été fabriqué avec moins d'eau et sans pesticides et sans herbicides. Mais voilà, tout ça pour vous dire d'être vigilant, d'essayer de faire un pas de recul en fait vis-à-vis de toute la communication, de toute l'image que renvoie une marque, voire de ce qu'elle dit noir sur blanc sur son site. Il faut vérifier, essayer de creuser. Pour moi, Maison Stella & Suzy, ce n'est ni une marque éthique, ni une marque éco-responsable, mais de toute façon, ils ne le revendiquent même pas, hein. Encore une fois, c'est très subtil, c'est peut-être, voilà, encore une fois, cette enveloppe, cette communication qu'ils ont réussi à faire qui vous ont trompé, mais non, il faut que j'arrête de dire ça, parce qu'encore une fois, c'est écrit noir sur blanc que toutes les créations sont made in France, donc il faut que j'arrête d'essayer de leur trouver des excuses. Non, il y a clairement de l'éthique washing, c'est du mensonge. Et ça y est, maintenant je pars dans le bâchage. Faites confiance en votre esprit critique, posez-vous des questions, c'est le plus important. À partir du moment où vous vous posez des questions, c'est que vous avez tout gagné. Après, voilà, en fait, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que Stella & Suzy, ce n'est pas une marque éthique et éco-responsable qu'il ne faut pas consommer chez eux. Si ils produisent des vêtements qui vous rendent heureux, que vous allez garder longtemps, dont vous avez besoin, qui portent votre message, qui s'inscrivent dans le reste de votre garde-robe, alors c'est peut-être fait pour vous, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait il faut pas vous laisser alpaguer par leur communication, il faut vous poser des questions, et c'est vraiment le plus important, c'est à nous de nous poser des questions, et peut-être après, voilà, aux marques de se remettre en question, de revoir un petit peu leur process de fabrication, leur façon de communiquer, peut-être leur façon de communiquer avec leurs salariés déjà pour commencer. Donc voilà, j'espère que ce petit décryptage vous aura été utile. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une marque que vous aimeriez que j'analyse la prochaine fois. Je me sers toujours de ce que vous me dites dans les commentaires, de ce que je reçois, etc. parce que c'est là où je vois où sont les marques qui vous piègent, parce qu'en général, voilà, quand en masse vous me parlez d'une marque, ça veut vraiment dire que vous pensez tous qu'il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc c'est toujours hyper intéressant de voir ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.